première question, cher maître du jeu, comment faites-vous pour qu'un joueur capte tout seul comment fonctionne un boss? Ou un ennemi? Il n'y a pas de système de points, on est d'accord. Hein. Faut pas répondre tac au tac. Hein. Non, 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 Moi, je me suis chauffé tout seul. En fait, on pourrait, mais le truc, c'est que les seuls systèmes de points qu'il y aurait, c'est s'il y en a un qui dit une connerie, on la compte pas. Mais du coup, c'est très dur d'établir qu'est-ce qu'est une connerie. Ou alors, c'est divertissez-moi, le premier qui me fait rire, tu vois. Oh, l'empereur, allez-y, Oui, mais non, comédien, tu vois, ça marche troubadour, pas. amusez-moi. Je suis là pour la galéjade, je choix. C'est hors de question, tu vois. Ok, donc du coup, pour qu'un joueur capte une mécanique de boss, quoi, en gros, un pattern, Ouais. quoi. Tout seul. Tout Sans seul. que vous ayez- Enfin, tout seul. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous faites pour ne pas avoir besoin de lui expliquer? En général, une attaque à vide, ça marche bien. Hein. Enfin, une attaque à vide, une mécanique qui tourne à vide, c'est-à-dire que il se passe quelque chose qui n'a pas d'impact sur le joueur le voit. Genre, tout bêtement, tu regardes, enfin, je reprends l'exemple, tu vois, du gros boss un peu en taureau qui va foncer, du chargeur qui va foncer tout droit. Bah, du coup, tu vas mettre, je sais pas, une petite bestiole, le machin, il va s'énerver sur la bestiole dans une grotte, le joueur le voit de loin, et puis, il fonce, il voit que, il a un peu étourdi, puis du coup, il a raté sa cible, donc il va se remettre en position, il va recharger. Ok, tu vois ça, c'est une mécanique qui marche dans beaucoup de jeux vidéo, ça. Tu vois le gros boss, tu vois un bout de mécanique, et il dit, attention, va falloir faire ça, il te met déjà des appels de phare. Et après, du coup, tu peux faire ça tout seul, quoi. Donc, te faire tourner à vide, ça marche bien en général. Je suis très fan de cette méthode aussi. Melka. En fait, ça va dépendre de certains contextes, mais si les joueurs ont déjà croisé des versions miniatures, j'entends par là des sbires par exemple, ou si les joueurs connaissent un tout petit peu le lore parce qu'on a brièvement parlé, et ben quand ils vont tomber sur le boss, ils sont déjà plus ou moins au courant de ce qu'ils veulent faire parce que ou ils ont croisé ou ils en ont déjà entendu parler. Du coup, c'est vous êtes face à un machin, débrouillez-vous. C'est vrai que l'évolution en pouvoir d'une petite bestiole, c'est très bien aussi pour le coup. Parce que tu connais le truc de base, tu sais qu'il va y avoir une saloperie en plus, mais t'es déjà un peu au courant, quoi. Ouais, tu imagines une variante possible. Dans les mécaniques un peu comme ça, j'aime bien celle-ci, je l'ai empruntée à World of Warcraft. C'est genre quand tu pars en donjon ou en raid, des fois tu tombes sur des adversaires qui connaissent un sort particulier, une capacité particulière, et tu vas t'en cogner plusieurs avec des capacités particulières différentes, et quand tu tombes sur le boss, toutes les capacités particulières que tu as vues entre le moment où tu es rentré et le moment où tu es tombé sur le boss, il les fait toutes. Et du coup, tu connais sa mécanique en fait parce que tu as affronté avant, donc dans une campagne de jeu de rôle, tu peux le faire sur toute la campagne, genre avant le boss de fin, mettre plein d'ennemis, des ennemis différents qui à chaque fois vont savoir faire un truc que le grand méchant sait faire, et à la fin, tu fais face au grand méchant, il sait faire tous les trucs particuliers que tu as vu faire chez les ennemis. Ça, j'aime bien. T'as le télescopage aussi qui marche bien, genre ça paraît con, mais le boss qui met 3 plombes à charger son rayon de la mort. Tu te doutes bien que la boule, l'énergie, elle va pas te faire un câlin. Elle va pas te faire du bonheur, non. Tu le sais qu'il faut se décaler, tu le sais. Donc en général, les coups télescopés avec vraiment tu sais, tu vois le troll qui lève les deux mains d'un coup, là, les deux poings comme ça, tu sais ce qui va se passer, c'est un appel de phare assez facile du coup à deviner. Donc les attaques télescopées, ça marche bien. Ouais, les lancers de nains, pareil, ça marche bien. Et un nouveau mur de Zodlan dans le chat. Non mais ça paraît con, mais tu vois, genre, ou même tu fais une variante d'une action répétée, c'est-à-dire que genre le boss va te lancer plein d'objets, tu sais, à chaque fois il récupère des trucs du coup, et il te lance des objets à la tête, et à un moment il n'y a plus rien, et il y a le nain à côté au corps à corps, et tu vois qu'il cherche, et son regard s'arrête sur le nain. Tu sais ce qui va se passer, là t'as même pas besoin de faire un coup télescopé, tu as vu le pattern, et tu te doutes de ce qui va se passer derrière. Tu dis, ah merde, ok, donc le prochain, il va balancer le nain sur notre gueule. La prochaine fois, il y a indirectement 2 cibles. Ouais, ça peut être ça. Après, il y en a, ils comprennent pas là-dessus. Genre, tu vois, le nombre de joueurs qui sont morts avec une liche. Parce que, mais putain, elle revient encore. Bah ouais, c'est marrant ça, dis donc. Peut-être qu'elle est immortelle en fait pour l'instant et qu'il faut faire autre chose. Peut-être, éventuellement quoi. Un truc que j'aime bien, alors c'est. Bon, on commence à arriver sur l'intervention directe, c'est des jets d'inspiration. En général, c'est fais-moi un jet d'inté et je leur donne un indice. Tu vois, genre en mode, tu te doutes avec ce que tu sais que s'il meurt comme ça, c'est qu'au bout d'un moment, il y a forcément autre chose à faire pour qu'il meure vraiment, quoi. Et tu vois, tu donnes pas l'info, mais juste tu l'axes sur le
change de strat, ou il y a peut-être ça, où tu connais un élément qui va te mener sur autre chose. Ça aide aussi. Parce que j'ai vu des joueurs, des fois, sur certaines métals qui étaient complètement largués, qui comprenaient pas du tout. Et en fait, juste, c'est logique que ton perso se dise ça. En fait, vu son passif, vu son machin, c'est normal, c'est la culture commune. Du coup, tu es censé savoir ça. Même, il y a des infos que je leur donne en gratuit. En mode, c'est tellement dans un lieu commun que je considère que gratuitement, tu l'as, l'information. Je te donne juste un indice pour que tu ailles vers elle. Et parce qu'en général, c'est un truc qu'on fait pas mal en escape game, justement, d'aider la personne à aller vers la bonne solution. Parce que lui dire, le code c'est 305, ah bah super, merci. C'est bien, t'as avancé, mais t'as aucune satisfaction de la réussite d'avoir compris leur problème, quoi. Donc, alors que pousser un tout petit peu, que le oh, c'est bon, je sais. Voilà, on y est, c'est bon, nickel. Là, la satisfaction. Là, c'est l'illumination à chaque fois. Ah, moi j'adore. Moi, c'est le truc qui me fait. Alors, j'avais 2 trucs qui me faisaient kiffer, du coup, c'était justement le. Tu sais, t'entendais le oh avec le oh, tu vois les yeux qui se lient, machin. Et vraiment, ça, j'aimais bien. Ou les hurlements aussi quand la personne comprenait que. Ah merde. Comprenait trop tard. Voilà. Ah voilà, trop tard. Bisous, c'est maintenant, là. Ça, j'aime bien les deux. Passons aux questions suivantes. Je vous propose, parce que autant celle-ci, elle était bien sujette à digression, autant les suivantes, un peu moins, je pense. Ok. Donc soyez prêts. Faisons rire notre chat. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites pour qu'un joueur s'aventure de lui-même sur un chemin dangereux? Stéphanie de Monaco. C'est Skynos qui l'a pensé ça tout à l'heure, ça me démangeait de le dire. J'en complique l'accès, moi, perso. J'ai fait une vidéo là-dessus en mode vraiment, si tu mets un truc genre, il y a 2 gardes dessus où c'est protégé, les gens vont y aller. Si c'est gardé, s'il y a l'air d'avoir un truc précieux. Vrai fun fact, alors, si vous avez déjà mangé de la pomme de terre une fois dans votre vie, sachez qu'en France, l'État français, enfin le Royaume de France, du coup, avait rendu la pomme de terre populaire en mettant des soldats garder les champs de pommes de terre à l'époque. Parce que personne n'en voulait. Et à partir du moment où ils ont foutu des gardes pour protéger ça, les gens se sont dit, attends, il y a de la valeur, donc on va le voler. Donc on va le voler. Compliquez-en l'accès, les gens vont y aller. Parce qu'ils vont dire, c'est forcément, il y a quelque chose à aller voir derrière. Et j'ai réussi à amener des joueurs en Avernus comme ça, hein, sur le Donjon Dragon. Attention, le portail va se refermer. On saute dedans. Cool. Nickel. Bonjour. Ça marche très bien. Melka. Pour compliquer l'accès... Pour qu'il s'aventure de lui-même sur un chemin dangereux. De lui-même sur un chemin dangereux. J'aurais, déjà, j'avais pensé aussi à la technique de qu'il faut mettre un petit peu de sécurité, parce que quand il y a de la sécurité, c'est qu'il y a quelque chose de valeur derrière. Et on se rejoint tous les 3 sur ça. Et il y a aussi lui dire, faut pas cacher la vérité, enfin tout simplement lui dire tu veux y aller, tu peux, et il faut que tu ailles là-bas. Sache que ça sera pas sans danger. Alors il faut qu'ils y aillent, mais eux, ils veulent pas. Comment tu fais pour que ce soit sa propre décision d'y aller, en fait, sur le chemin dangereux? Il faut que ce qu'il y a derrière soit profitable, qu'il y ait un intérêt à récupérer le truc derrière. Sinon, il prendra jamais le chemin, il va faire nique sa mère. Il y a une pièce là-bas, je vais pas y aller. Par contre, il y a The Objet de la mort qui tue, qui te permet de laminer qui tu veux, ou même de ressusciter un personnage qui est mort, qui était proche. Bah oui, je vais y aller. Enfin, je suis prêt à tout sacrifier, autant y aller, quoi. Il y a une ruse bâtarde que j'aime bien utiliser aussi des fois, c'est le temps. Ouais. Pour les pousser. Tu leur vends, genre dans les chemins possibles, genre t'as le chemin maudit qui t'as le sentier de l'oubli qui te retire ta mémoire au fur et à mesure que t'es dessus, donc c'est hyper dangereux, mais c'est une ligne droite. Ou tu fais un détour de merde dans la forêt qui dure 3 heures, mais au moins tu cours aucun risque. Il y a 2 techniques que j'aime bien aussi. Quand ils veulent pas aller sur un chemin, tu mets pire derrière eux, déjà. Ouais. Général, ça paraît con, mais tu vois, si tu veux pas aller dans le couloir avec des pièges, ouais, mais il y a de la lave en fait qui arrive, donc tu fais ce que tu veux avec cette information, mais en général, ça les fait avancer. Ou un que j'aime bien, mais là, on joue vraiment sur du vicieux. Tu mets un chemin, tout ce qu'il y a de plus rassurant, vraiment, et tu insistes dans la description en disant. Il est éclairé, il n'y a rien, et apparemment il n'y a que dalle, il y a même, visiblement ça sent bon, t'as presque envie d'aller là-bas, il y a des dorures, tout ce que tu veux, vas-y. Et tu le laisses avec ça, en mode, il n'y a aucun problème. Les sables mouvants n'en seront que plus juteux après. T'es persuadé toi qu'il n'y aura aucun piège là-dedans. Et les gens, en général, si tu les laisses sur ça, avec le petit sourire, alors que c'est peut-être le vrai chemin de la sécurité absolue, hein, et qu'il n'y a vraiment rien. Mais toi, tu as intégré du coup dans leur esprit que non, il y a certainement pas de piège mortel qui t'attend dans ce couloir parfaitement éclairé.
Certainement pas. Évidemment que non, enfin. T'as été honnête. T'as été honnête. Tu leur as dit, il n'y a pas de piège, il n'y en avait pas, ils auraient pu le prendre. T'as été honnête avec eux. Bienvenue sur la table ronde des 3 salopards, on vous manipule. Et ça marche nickel, ça marche nickel. Vraiment, sur dit, mais il n'y a certainement pas un tueur en série qui vous attend dans la salle, sans doute pas. Clairement pas. C'est mal de nous connaître, enfin. Ouais, enfin, non, c'est vrai, le jeu ne s'appelle absolument pas Slasher. Mais mine de rien, les gens vont psychoter en disant non, c'est trop louche, ils vont aller dans l'autre. Même s'il est plus dangereux, ils vont aller dans l'autre. Plus tu leur mets de doute là-dessus, mais si, vas-y, regarde, il n'y a aucun danger, vas-y. Ils vont avoir trop de doute. Parce qu'en plus, de toute façon, les joueurs ne nous font pas confiance. Voilà. Et oui, puis, ça va sembler c'est dommage en plus, c'est dommage parce qu'on sait tout. Vous devriez nous faire un peu confiance. Non, nous faites pas confiance, nous faites pas confiance. Nous faites jamais confiance. Jamais. Tous ceux qui ont fait confiance à leur maître du jeu se sont fait baiser tout le temps. Au moins une fois, ouais. Bon, après, en même temps, pour rappel, c'est vrai que je sais que pour revenir un peu sur mon joueur qui voulait jamais faire de tomber dans les pièges, c'est aussi. Enfin, faut accepter des fois tomber dans les pièges du maître du jeu. Parce que si vous tombez dans aucun piège, il n'y a pas d'histoire. Hein, on soit d'accord. Si personne n'arrache l'épée maudite de la malédiction, eh ben, il n'y aura pas de démon, il n'y aura pas de malédiction, donc il n'y aura pas de scénario. Donc voilà, des fois, c'est bien d'aller sur. Enfin, j'ai des joueurs qui sont spécialisés là-dedans. Tu vois le pentacle démoniaque tracé au sang, pierre noire, l'épée sacrificielle et fantôme. Oh, je vais récupérer l'objet maudit. Merci. Parce que du coup, on peut passer à la suite du scénario, c'est gentil. En parlant de maudit, tiens, comment vous faites pour faire en sorte qu'un joueur trahisse ses amis? Attention, vous n'avez pas pu. Enfin, vous ne vous êtes pas mis d'accord au préalable. C'est pendant la partie. Trahisse ses copains. Il faut qu'il trahisse ses copains, mais vous vous êtes pas mis au courant, enfin vous vous êtes pas mis au clair avec lui avant. Un pacte avec le diable, c'est une bonne base déjà. Hein. Ah oui. Oui, c'est un bon truc. Tu veux les informations sur ton père disparu là que t'as jamais rencontré, qui t'a abandonné à la naissance? Tu fais ton Raphaël. C'est très très fort ça. J'ai les informations sur ce que tu cherches, l'emplacement de la relique, le sort maudit interdit, ta famille où elle est. Je peux ramener tes potes. Ça marche très bien ça. Ils sont dangereux dans le chat. J'exploite sa personnalité, je le vends, je le machin. Bon, je le prends. Ah ouais la vache. Pourquoi les gens ne font pas compter? Voilà. D'appuyer sur le bouton rouge souvent. Oui, effectivement, je suis d'accord. Il faut appuyer sur le bouton rouge. Jamais ne faire confiance à vous trois surtout. Non. Bah après, ça paraît vicieux, mais effectivement, tu peux aussi taper. Alors, on en revient sur le psychologique. Mais si tu sais qu'il y a une personne qui a des penchants ou qui a des inquiétudes, etc., tu peux. Alors, là, on est sur du vicieux, mais tu peux taper là-dessus pour la pousser à faire ça, quoi. Sur l'insécurité, par exemple, tu peux dire, mais je te mets un bouclier absolu. Tu veux pas perdre ton perso, mais je t'accorde l'immortalité, mon gars. Aucun problème. T'as juste un tout petit service à me rendre plus tard. Chèque en blanc. T'inquiète. Le chèque en blanc, ça marche nickel. Ça peut être. Les retours de bâton aussi que bien sûr. Ah bah bien sûr, s'il y a chèque en blanc, il y a retour de bâton. Hein. Ouais, bien sûr que oui. Hein. T'as les trucs aussi que j'aime bien, c'est genre que le personnage, tu vois, de base, il a genre avec dans 1, 2, 3, 4. Dans les jeux où les personnages joueurs ont des objectifs personnels en plus de la quête et que t'en as toujours un qui choisit je dois me venger de celui qui a décidé. Il y en a un par crew tout le temps. Il y en a tout le temps, hein. Même nous c'est Gaius. Sasuke, hein, on y revient. Hein. Il y a toujours un Dark Sasuke et genre alors celui-là quand il veut se venger de quelqu'un, ok. Mais que le quelqu'un en question pendant la partie, parce que bien sûr il n'a pas vu le visage du quelqu'un en question et puis il était trop petit pour s'en souvenir. Mais alors quand le quelqu'un en question s'avère être un des joueurs avec lesquels il a collaboré et qu'il l'apprend pendant la partie, ça c'est marrant. Ça j'aime bien. C'est vrai que ça peut retourner des esprits, des tables même. Et des amitiés brisées. Oui, mais pour notre plus grand bonheur, que tu veux que je te dise. Voilà, je pense pas à mal. Retenez bien, les maîtres du jeu sont des salopards, vous ne pouvez pas leur faire confiance, ils vous manipulent et pour leur plaisir personnel, ils brisent des amitiés. Voilà. Les choses sont dites. Tu peux exploiter beaucoup de choses par rapport à tes joueurs. En général, surtout quand tu as appris quand t'as appris à jouer avec eux, tu sais qui va avoir le plus tendance à signer des pactes avec le démon, etc. Alors, un truc que j'ai mis aussi, c'est sur les valeurs morales. Alors, j'ai fait une vidéo vite fait là-dessus. C'était genre, si à un moment tu te rends compte que le méchant est le gentil, il est dans le droit, dans le bon droit. Ok, son plan est un peu, tu sais, un peu genre pas à l'Avengers, à la Watchmen. À la Watchmen. En mode, c'est oui, j'ai fait une saloperie qui va coûter des millions de vies, mais c'est pour le bien commun et vous savez que j'ai raison. Et justement, tu vas avoir des gens comme Rorschach qui vont dire bah non, parce que dans ma tête, t'es le méchant point
et on est les gentils, donc je vais te taper dessus. Et t'as ceux qui vont dire ah ouais mais il a pas tort quoi. Et du coup bah tu vas avoir des gens qui vont se mettre les uns contre les autres. Tu as fait un joli combat de fin, joueur contre joueur, avec un boss à côté. C'est fun ça. C'est très. Alors par contre ouais ça peut briser des trucs. Ah mais on était une équipe. Non plus maintenant. Non c'est terminé. Et là tu mets de la musique épique. Civil War sécession putain j'ai tellement. Mais c'est ça. Et ça fait de super trucs. Avec vraiment tu vois justement bah c'est là aussi tu vas tester les valeurs, les conflits moraux intérieurs des gens. Et c'est là où tu vas pouvoir mettre des choix beaucoup plus gris, beaucoup plus durs avec des conséquences etc. Et c'est là où tu vas voir du coup de quelle bois sont faits tes joueurs. Et puis bon, souvent de toute façon tu le vois. Souvent, tu te doutes tu peux faire des petits appels de phare en mode, bah, tu sais, si tu veux un soutien. Enfin, c'est le même principe que le mec qui dit, bah, si tu veux, je te fais un prêt. Hein. Hâte de voir comment ça va se passer dans 2 semaines là pour la Civil War d'Emeraude. Il y aura des idées qui auront fleuri, bon courage les gens. Et oui. Tout est bien solidement ancré depuis un petit moment, mais disons que c'est toujours bien d'avoir un maître du jeu professionnel à sa table pour. MJ égale Sench, oui. Un peu ça, ouais. Comment feriez-vous pour qu'un joueur change complètement d'objectif de lui-même? Par d'objectif de jeu, de campagne, de perso? Que l'objectif de son personnage change radicalement. Ah, ça c'est facile. Faut qu'il change d'objectif. Ce que je ferais, c'est qu'en gros, je plante déjà un premier objectif, donc l'objectif principal, avec entre-temps un second objectif qu'il n'est pas obligé de remplir maintenant, et quand il aura fini le premier, du coup il va s'attaquer au deuxième, parce que du coup il va juger que le deuxième, du coup, devient le premier, et donc il va faire, bon bah je vais faire ça, et ainsi de suite. Et en fait le but c'est toujours de planter des objectifs entre-temps, pour comme ça, dès qu'il finit, et ben il a pas rien à se mettre sous la dent, il a toujours quelque chose à faire. Voilà, je sais pas si c'était clair, mais... Ah si, c'était très clair. Juste comme ça, je voyais. Alors, moi je le répondrai en 3 mots. Brise leur croyance. Si tu prends un paladin qui va tout donner, sa vie, son âme, sa foi pour son pays, et qui se rend compte, tu vois, genre, il est dans les coulisses et il voit que... Mais c'est nous les salopards en fait. Mais c'est nous qui sacrifions des gens et tout machin. En fait, on est les vrais salauds. Et avoir un gars qui va avoir sa vision du monde complètement shiftée, avec une scène, une information, peu importe, là tu lui changes son objectif. Parce qu'il va plus se battre pour son pays, parce qu'il sait que ah mais je croyais qu'on était les gentils, en fait on est les salopards. Bah du coup non, je vais essayer de foutre le feu à mon pays en fait, parce que bah enfin de renverser mon pays, etc. De faire un renversement de pouvoir. Et juste en faisant des gros changements, des scènes qui vont aller à l'encontre de leurs croyances en tant que perso, de leurs valeurs, tu fais ce que tu veux derrière. Tu peux retourner un perso. C'est bah de toute façon tous les Oathbreakers, les paladins du coup qui brisent leurs vœux, c'est comme ça. C'est tu leur fais vivre une scène dramatique et ok, ils passent de l'autre côté de les balances. Ça marche nickel. Alors bon, faites gaffe par contre pour pas niquer les croyances des joueurs non plus, hein, parce que de là. Vous avez le droit de pas être d'accord, vous avez pas le droit de pas respecter, c'est tout. De quoi tu dis? De manière générale, je sais que c'est quelque chose qui existe un peu aussi. C'est des gens qui vont projeter un peu leurs croyances dans les parties, leurs croyances quelles qu'elles soient. Quand c'est religieux, ça peut être compliqué ça aussi. Bah, tu sais, ou même des convictions, genre j'en sais rien, une médecine alternative ou des trucs comme ça, j'en sais rien, je m'en fous, c'est pas mon débat, mais j'en ai Malpierre, ouais. j'ai vu des gens mettre des choses comme ça là-dedans, et où il y avait quelqu'un dans la partie en fait qui a malmené ses croyances. Bah vas-y, encore un move très intelligent pour l'histoire de la diplomatie et de la paix. Ça a foutu le feu, ça a fait une dispute, donc on vous réfère au timecode d'il y a 30 minutes quand on parlait de la gestion de conflit. Ça parle homéopathie, allez. Médecine des plantes, bisous les chakras. La mémoire de l'eau. Oh putain, l'enfer celui-là. La mémoire de l'eau? Ouais, gros dossier, on c'est du génie. Si tu veux, mais ouais, gros dossier. C'est du génie, on en parlera après. Mais ouais, en l'état, c'est le problème en fait, quand tu, comme on dit, quand tu vraiment te projettes trop, etc. Voilà, c'est là où on parlait d'enjeux justement personnels de joueurs et même pas de personnages, c'est le souci. Hein. Mais là aussi, faites gaffe, hein, comme dit, là je vois le héros fou être le trauma du personnage, pas du joueur, etc. Ouais, il faut faire très attention quand vous allez jouer là-dessus. Si vous avez des athées et des croyants à la même table, faut y aller doucement parce que le débat sur la théologie ça peut partir très très vite, hein. Donc faites attention à ça. Et encore, si ça part qu'en débat, vous avez de la chance. Ouais, un peu ça. Ouais. Donc, il met un dé de mes aventures là, Skynox, je peux voir. Allez. Il a lâché un dé de mes aventures comme ça. Mais ouais, donc, en fait, là de toute façon, on en revient à discussion, table 0, etc. Les voiles, les lignes, ce que vous acceptez de parler, etc. ou pas. Mais quand vous sentez que ça commence à vraiment vriller sur du vrai, là on est sur des vrais arguments, ça déborde du jeu. Stop. Non, on n'est pas là pour ça.
Comment vous feriez... Il met des dés de bonne aventure maintenant. Merci Tetsuka. Ah oui, sacré dossier, la mémoire. Ouais, t'imagines pas. Ouais. Bon, vas-y, pose ta question, mais ça m'a un peu trigger. Comment faites-vous pour qu'un joueur sauve un PNJ plutôt que de l'ignorer? On en fait un doggy. Si c'est un chien, ils iront le sauver. C'est vrai. On sauve toujours des dogos. Comment sauver un PNJ au lieu de l'ignorer? Le PNJ est en danger. Ça va dépendre si, comme dit Finout, de jouer sur les sentiments. Genre si par exemple le PNJ c'est un membre de la famille. Oui, le joueur il va par cause à effet, entre guillemets, aller sauver la personne qui lui est proche. Là c'est dans le cas de s'il lui est proche. Ouais, je vais épicer la question et vous demander du coup, vous faites comment quand le PNJ en question, c'est un PNJ du coup, on va dire un peu important, on va dire dans votre intrigue ou peut-être même pas forcément, mais qu'en tout cas c'est quelqu'un qui sait parler, donc c'est pas un animal, mais il faut que le joueur le sauve. Comment vous faites? Alors sur le principe, sur le il faut. Là, pour avoir lu pas mal de trucs récemment qui m'ont fait un peu changer d'avis là-dessus, normalement, le monde doit être organique et techniquement, qu'un grand méchant ou qu'un PNJ meure, normalement, t'es censé enchaîner. Parce que justement, ça va t'amener d'autres choses. Donc, obligé, non. C'est même plus intéressant des fois, si les joueurs veulent pas, ok, vous l'avez laissé mourir. Par contre, il y a des conséquences derrière. Genre, vous allez voir des familles endeuillées qui vont demander, enfin, la scène de la famille qui te demande, est-ce que vous avez vu mon mari? On sait que vous étiez dans le secteur, etc., que vous l'avez croisé. Pourquoi est-ce que vous l'avez pas sauvé? Tu vois, la femme qui va... Voilà, c'est ça. C'est vraiment, les gamins en pleurs, tu les vois vraiment, ils sont à la rue, ils sont malades, etc. Et vous voulez me dire que vous aviez une chance de le sauver et vous l'avez pas fait? Vous avez regardé mon mari mourir? Pourquoi? Là, l'ambiance, elle est niquée. Là, t'as détruit des cœurs. T'as détruit des cœurs. Et mine de rien, alors faut pas le faire à chaque fois, c'est pas le but non plus, hein, faut vraiment que ce soit un minimum pertinent. Oui, là tu vas briser aussi émotionnellement les joueurs. À non mais voilà, faut qu'il y ait un intérêt par rapport à l'histoire. Si tu le fais à chaque PNJ, ça va être drôle ou par contre. Mais ça peut être intéressant quand t'as vraiment des joueurs qui massacrent tout le monde, avoir vraiment, tu vois, genre le procès avec toutes les familles là, en mode vraiment qui vont demander pourquoi aux joueurs et tu refais la liste des PNJ que t'as pas sauvés. Ça peut peser sur la conscience, ça peut vraiment être très intéressant comme scénario. Donc là-dessus, après, évidemment, tu as le côté culpabilisation, l'appel à l'aide. Justement, tu fais la personne qui est en train d'agoniser, tu entends justement les cris pendant un moment. Ça peut être compliqué, tu vois, émotionnellement de supporter ça. Donc ça peut les pousser à. Mais les forcer pour forcer, non, tant pis, fais ton choix. Ok. Mais le cas, t'as une idée là, objectivement. Non, j'ai pas d'idée, juste. Faut penser à jeudi soir, quoi. Non, au pire, tu mets un cheval blanc, tu l'appelles Artax, il y a des moyens. Oui, jeudi dernier. Sur la campagne. Qu'est-ce qui s'est passé vers la fin. Ah bah oui. Disons que, comme a dit Julien, les conséquences. Les conséquences en question, il y a la moitié du pays qui est parti en fumée. Quelle horreur. Après, ils sauvent tout le monde, oui. Comment vous feriez, cher maître du jeu, la question est un peu longue, comment vous faites pour que le joueur pense qu'il a brisé le scénario, alors qu'en fait pas du tout, tout se passe selon le plan? Est-ce que tu maintiens l'illusion qu'il a pété le scénar, tu veux dire? Que ça peut, je sais pas si vous avez déjà fait, un truc comme ça, mais j'ai croisé un MJ une fois qui avait fait ça, et qu'en fait, il te laisse croire que t'as tout anticipé, que t'as tout détruit, et qu'en fait, plus tu vas avancer, plus ça va être vrai, mais qu'en fait, à la fin, tu vas te rendre compte quand il te mène en barque depuis le début. Comment vous faites pour ça? Pour que votre joueur il soit en mode je suis en train de tout saccager, je fais comme je veux, machin et tout. Non, t'es à l'exacte position où je l'avais dit, mais je vais pas te le dire et je vais alimenter cette émotion-là. Est-ce que tu parles par exemple d'un cas d'un meurtre de robot? Pas forcément. Parce que le mec est content de saccager ton scénar. Bizarre comme ambiance au niveau des joueurs. Ouais. Pas ouf, quoi. C'est jamais très marrant. Après, je sais qu'il y en a qui le font. Par exemple, là, je suis en train de remarquer ça sur une partie qu'on a fait. Il y en a un qui l'aurait fait par roleplay absolu.
C'est-à-dire que genre par roleplay absolu de son personnage tel qu'il était, tel que prévu en fait, de par le roleplay de son personnage, c'était logique qu'il n'aille pas là où la quête allait se dérouler. Ah oui. C'était logique qu'il veuille pas y aller. Oui, mais c'est pas le perso relou en mode c'est mon perso. Non. Bah, t'en as qui sont complètement chiants et qui du coup c'est je vais tuer la terre entière et puis voilà. Et il y en a d'autres où c'est ou une décision réfléchie ou c'est une succession de décisions, une succession d'actions qui font que ça leur donne des idées pour essayer de faire d'autres choses et leur donner l'impression du coup de briser le scénario, mais pas forcément d'avoir cherché à le faire en mode j'ai tué, c'est génial, non. Malka, t'as une idée, c'est toi? On va être pris maintenant là. Donnez-moi une réponse vite. J'ai l'inspiration, bâtard. non, mais en vrai de vrai, j'aime bien du coup c'est de la manipulation, faut dire ce qu'il est, voilà. Disons les termes tels qu'elles sont, de la manipulation. Elle est terrible cette phrase. La manipulation pure et simple, dans le sens où parfois je vais aussi te donner des outils pour qu'il fasse justement le fameux saccage, lui faire croire qu'il a réussi, qu'il déjoue tout, que tout se passe comme lui l'a prévu, tout se passe comme lui il avait envie de le faire. Et puis vers la fin, en fait, il se rend compte que tous ses efforts ont été vains et qu'au pire des cas, il vient juste de nourrir le feu qui était caché derrière la porte. Alors l'expression il est claqué au sol, je l'avoue, mais dans l'idée c'est qu'en gros tout ce qu'il vient de faire c'est juste de mettre de l'huile sur le feu sans qu'il s'en rende compte. Et du coup il a un retour de flamme, l'expression tient juste, et que du coup en fait il se prend tout dans la gueule et qu'il doit se retrouver dans une situation où maintenant, entre grandes guillemets, c'est moi qui reprends les ficelles, et il se rend compte qu'il est un peu dans une certaine mouise et qu'il faut qu'il essaie de nettoyer un petit peu derrière lui. Je te rejoins pas mal là-dessus, parce qu'effectivement, moi, le truc que j'aime bien dans ce genre de situation, alors, enfin, il y a une limite en fait. Tu peux faire en sorte que tout était prévu depuis le début, mais il y a des fois où c'est pas cohérent. Je veux dire, clairement, ça n'arrangera pas le méchant. On sait qu'il aurait pas pu le prévoir. Il n'a pas les ressources logiques pour ça, donc faut pas briser la cohérence. Tu peux le faire un peu, mais si les joueurs ont fait plein de trucs random, au bout d'un moment, c'est même pas cohérent. Par contre, ce que dit Melka est intéressant dans le sens où les joueurs qui font des conneries dans tous les sens et qu'au bout d'un moment, ça dépasse leur portée, leur contrôle, leur maîtrise, et que en gros, oui, ils ont foutu le feu à la forêt en voulant essayer de faire un petit brasier, et que derrière, oh merde, bah on a peut-être un peu trop foutu le bordel. Ouais. Et le méchant, par contre, lui, en mode, ah mais pas con ça, ah bah attends, je vais utiliser ça. Et ça va servir le méchant dans un autre plan auquel lui ne s'attendait pas. Donc ça va casser les plans du méchant, mais il va en avoir un meilleur grâce au fait qu'ils ont provoqué plus de chaos qu'ils ne peuvent en gérer. Et finalement, bah, limite, tu peux faire en sorte que les gentils deviennent les méchants par rapport au peuple. Ils ont foutu le sbeul, vous avez vu, et le méchant qui fait alors que moi, vous voyez, je suis quelqu'un d'exemplaire, j'ai financé des orphelinats. Votez pour moi, je m'appelle Tom, bonjour. Et derrière, tac, balle perdue, tu vois. Hop là, on l'a pas venir. Mais mine de rien, tu vois, c'est là où c'est quand les joueurs foutent trop le bordel, le mec, enfin présenter, c'est là où c'est intéressant d'avoir un méchant qui est un peu adapté à tes joueurs, mettre un méchant poli, propre, qui va avoir donné envie en fait de la confiance et qui va vraiment manipuler l'opinion du public contre les joueurs. Merde, on fait quoi avec ça? Ah, et puis là, c'est foutu. Là, il peut faire des procès avec les veuves, les orphelins qu'ils ont pas sauvés, etc. Puis, bah, vous avez vu, c'est eux les vrais méchants. Ils font genre que, et puis ils vous taxent de l'argent, ils foutent le bordel dans la taverne, ils négocient tous les tarifs alors qu'ils savent que vous êtes pauvres. Bah, derrière, tu fais un méchant horrible avec ça. Ou, éventuellement, un truc que j'aime bien faire, mais que j'ai malheureusement pas eu l'occasion assez de le tester, c'est que si le méchant est pas adapté, c'est-à-dire que ils ont pété son plan, etc., c'est nul, vraiment votre méchant va dans le mur, laissez-le aller dans le mur. Ouais. C'est pas grave, un autre méchant, plus malin, mieux préparé, va prendre la suite. En mode, ouais, elle était nulle celui-là, maintenant on passe aux choses sérieuses. Ah merde, ah ouais, et puis là il y a un empire, il a juste qu'à reprendre la tête et puis il est parti maintenant. Ah ouais, comme Palpatine et Snow, quoi. Même chose. Un méchant claqué remplacé par un autre méchant claqué. Voilà. Disney. Bah hop là, elle est partie la tortue là. On la reverra plus. Bon, attends, je fais un peu le compte du nombre de silos à missiles qu'il reste dans le coin. Bon, normalement. Mais il y a la Corée du Nord qui aimerait récupérer ses missiles. mais ouais, mais c'est à peu près ce que tu dis. Je pense notamment à Civil War de Disney, où justement on a amené à ce film parce qu'il y a les conséquences des héros qui de base sont les héros, ils sont censés sauver la vie des gens, mais quand tu vois la dame qui dit oui, mon fils était dans cette ville et vous l'avez pas sauvé et vous êtes des pseudo-héros et tout, et
et c'est là où le méchant intervient, qui du coup est joué par le général Ross. Le méchant, il dit, bah écoutez, moi, vous voyez ce que font les héros, s'ils avaient été cadrés, on n'aurait pas eu ça. Voilà. Et on va les mettre sous contrôle militaire. Bonne idée, ça aussi. Exactement. Et comme si vous avez vu le film, vous savez, ça a vraiment bien marché. Bah, c'est là où t'as beaucoup de trahison, parce que du coup, c'est une équipe qui se scinde, et à la fin, t'as un mec qui apprend la vérité sur ses parents. Enfin bref, beaucoup de choses dans ce film. J'adore ce film. Il va être 19h, messieurs, je propose d'arrêter là le jeu des légendaires et de doucement se diriger vers la conclusion avec les questions du chat. Parce qu'on a vu certaines de vos questions, vous avez posé beaucoup de questions pendant le live, on a essayé de vous lire au maximum pendant toute cette discussion, et j'espère que jusque-là, tout ce qu'on a pu vous raconter, c'est des choses qui peuvent vous aider ou qui, à défaut qui vous intéressent. J'imagine, sinon vous ne seriez pas resté jusque-là quand même. Et si c'est le cas, merci quand même. Mais à présent, il est grand temps qu'on puisse répondre un peu à vos questions. Donc si vous en avez, posez-les, et puis à défaut, on fera un tuto salade de fruits, je ne sais pas. Allez, c'est Vous avez des astuces pour la salade ou pas? Non. Sirop d'agave, salade de fruits. J'aime pas la salade de fruits. T'as tous tes fruits que t'aimes bien, qui sont tout mouillés dans le jus de tout. Bah c'est bien, ils sont morceaux d'ananas dégueulasses là. Mais genre t'as tous tes fruits là qui baignent dans un verre rempli de jus de. Ah, j'aime pas. Quels sont les pires et meilleurs Pardon. Quels sont les pires et les meilleurs moments en partie de jeu de rôle, de manière générale, du coup, j'imagine. Attends, les pires et les meilleurs. Les meilleurs moments. La moitié du 13. Ah, alors, juste pour nous, du coup, en général, notre pire et notre meilleur. Ouais. Je sais pas si c'est pour nous directement ou si c'est de manière générale ce qu'on estime être les plus meilleurs. Ah oui. Donc si c'est pour nous, c'est pour nous. Ouais, ah, d'accord. La trahison, hein. Le meilleur moment, c'est toujours la trahison. Ce moment où j'ai briefé mon pote depuis longtemps et que d'un coup, ça c'était merveilleux. Il commence à utiliser des pouvoirs qu'il n'utilise jamais, d'habitude, parce qu'il commence à être un peu plus dans la merde que prévu. Et alors qu'ils sont tous en mode, bah ça y est, on a gagné, on sort du donjon. Bah, il fait, ok, Rapsi, donc là ils sont bien alignés, là on est d'accord. Et je dis, oui. Il dit, ok. Bah, choc de flamme infernale dans leur gueule. Donc ils ouvrent les yeux de plus en plus grands à chaque mot qu'ils prononcent. Il fait pas de test, il les explose. Et là, t'as tout le monde qui remet en cause l'intégralité de la campagne. Il se dit, mais comment ça se fait qu'il connaît ce pouvoir? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il nous a désintégrés? Et ça veut dire qu'à tel moment, c'était machin. Et là, du coup, la partie, vous avez fini votre travail, vous, de maître du jeu. Par contre, le débrief et même en somme, en quelque sorte, la partie et la campagne, on va continuer de jouer, en fait. Ça va parler, analyser, étudier. C'est génial, j'adore ça. Et le pire moment, bah bon, sans trop de surprise, on lui a déjà tellement cassé du sucre sur le dos. Et là, Bienvenue à toi, Pézaz. Bienvenue dans cette grande aventure. Merci beaucoup. Je pense que ce qui m'avait Il n'y a pas assez de sucre qui a été cassé, je pense. Voilà. Bah, ce qui m'avait gonflé le plus sur cette époque-là, c'est quand les règles changeaient tous les jours, quoi. Ouais, ça, c'est pénible, ça. Ouais. Ça te forge, hein. Je pense en tant que joueur, t'es forgé comme pas possible. À vous, les garçons. Je pense les meilleurs moments, c'est déjà c'est quand à la fin mes joueurs ils me disent ils sont contents et qu'ils ont passé une très belle partie et qu'ils sont juste satisfaits. Donc pour moi c'est ça vaut quasiment tout l'or du monde. J'ai bien dit quasiment. Et la prochaine fois dans le chat que vous me dites que c'est moi qui ai un blême avec la thune, parce que là tous les derniers commits à ce sujet, c'est tous des commits de Melka. Hein. Le conseil des sages en prendra note. et aussi donc autre bon moment c'est donc, un petit peu les comme ça s'appelle les retournements de situation ou les plot twists dans le scénario où là les joueurs qui pensent qu'ils sont dans une idée bien fixe qui leur paraît un peu claire voire même très claire de plus en plus et puis ils se rendent compte que en fait c'est pas du tout ça et ils apprécient quand même et qu'ils sont quand même à fond dedans. C'est aussi un sentiment satisfaisant de recevoir ça.
Pour les pires moments, bah, tout simplement, les MJ qui savent pas tenir leur scénario, qui savent pas tenir leurs règles. Et ce que j'aime pas aussi, c'est les joueurs qui prennent trop de place. Ça, c'est un truc que je Oui, ça peut être déteste. casse-couille, ça. C'est les joueurs, il y a lui et le MJ. Fin. Ça, c'est un truc que je supporte pas. À toi, Julien. En vrai, alors je vais pas refaire doublon du coup là-dessus sur le côté les mecs ultra violents, débordements, harcèlement, machin. Certains comportements qui moi vont plutôt avoir tendance à me stresser. C'est des gens qui n'arrivent pas à montrer leurs émotions. Je fonctionne beaucoup à la lecture du coup des comportements, du langage corporel, des intonations, etc. Et un mec qui va être un bloc en tant que MJ pro, moi ça va me stresser parce qu'en fait je veux dire, je sais pas si le mec passe un bon moment. Et j'ai eu beaucoup de joueurs, notamment en escape game, où j'ai vu des gens qui n'ont aucune réaction, ils sont comme ça, ils sont pas très expressifs, et ils vont te dire dans un commentaire genre après en mode oh, c'est génial, la meilleure expérience de ma vie, machin. Mais si ça se trouve, le mec il a pas aimé et en fait pendant tout le long il tire la gueule. Et tu peux pas forcément toujours. Enfin, il y en a certains, ça se voit là, qui sont pas expressifs de base quand tu les vois échanger. Mais ça me stresse un peu parce que j'arrive pas en fait à me doser, à me placer par rapport à la personne. Parce que je sais pas ce qu'elle ressent et je peux pas trop adapter mon jeu par rapport à ce qu'elle fait. Donc ça me stresse un peu en tant que pro, ça m'embête. Après, en ceux que j'aime beaucoup, alors il y a les retournements de situation que j'aime bien. Mais ce qui me fait très plaisir, c'est souvent les attentes des joueurs. Quand tu sens qu'il y a un truc, ils y tiennent. Genre là, le dernier live de narration que j'avais fait. Alors, toi qui fais justement les loups, tu fais les loups solitaires, on est d'accord de quoi Ouais. Est-ce que tu as croisé le capitaine Prarg? Dans le chat? Non, dans l'histoire. Non, c'est dans le tome 2? Non, c'est. Ah, t'es au 2, toi? Ouais. Ah, bah tu l'auras plus tard alors. Mais en gros, c'est un PNJ qu'on te file et avec le chat qu'on a eu fait, pour le coup, les histoires qu'on a fait avec ça, on l'a détesté parce que voilà, c'est gros fragile, il me cassait les glandes, voilà, vraiment on lui parlait mal quoi. Vraiment on lui parlait mal, viens là toi. Vraiment on lui parlait mal parce que bah gland il sert à rien quoi. Et le truc c'est qu'en vrai le chat, on a eu fait un gros combat et le mec il est venu mais à la fin quoi. En mode coucou, mais vraiment touriste quoi. Alors qu'on a galéré, on a perdu notre taxi qui devait nous emmener loin à l'aventure. Enfin, le mec arrive à la fin quand on a vraiment galéré pour nos vies quoi. Et il y a vraiment eu une impro que je me suis amusé à faire et que le chat du coup était à fond dessus en mode venez, on le dégrade. Parce qu'on est le généralissime de la lumière, venez, on l'engueule devant tout le monde, on fait une impro, on le dégrade, on le punit quoi devant tout le monde. Parce que il nous a saoulé, on peut pas le tuer parce que tu sais jamais si le mec va servir plus tard dans l'histoire. Et vraiment, quand t'as des joueurs, ils sont en mode putain, ça on veut le faire, et tu vois que c'est important émotionnellement pour eux, c'est satisfaisant quand tu le fais. Parce que vraiment, on était à fond là-dessus et tout le monde était trop content. Oh, ça y est, enfin quoi. Enfin, on lui a envoyé le karma dans la tronche. Enfin, on a fait ça. Tu dis, ouais, mais émotionnellement, t'es impliqué pour des histoires qu'on avance. Et t'as eu vraiment un moment de. T'es super content alors qu'on a juste raconté des trucs, quoi, qui n'existent pas. Et quand tu vois que les gens, ils y tiennent, que ça les marque, tu sens que dans leur mémoire, du coup, ça va rester un moment. Putain, ça, j'aime bien. Parce que le taf est bien fait, quoi. Et ça, je suis content. Tu vois, c'est ce qui va à l'inverse, justement, de celui qui ne fait pas, justement, de réaction. Quand je vois que tu vois les yeux qui s'écarquillent, etc. Oh, faut faire ça. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Et pour toi, monsieur Rapsi? Toi, t'as répondu, pardon. Du coup, la question suivante que j'ai vue, parce que j'ai vu une question par Uroshima, mais qui est du coup, en fait, on venait d'y répondre, à moins que je dise de la merde. Donc la question d'après, ce serait Ponyuta qui demande comment faire un bon système de niveau. Donc j'imagine de niveau d'évolution. Je connais beaucoup plus de mauvaises manières que de bonnes manières. Ça dépend de tes joueurs, de leurs attentes. Hein. Parce que s'ils veulent un truc avec plein de calculs de partout, enfin au niveau des niveaux, expérience, machin, un arbre de compétences ultra complet, ou s'ils veulent juste taper plus fort, ça dépend de ta table. Hein. T'as même des facteurs où le leveling en fait n'est même pas nécessaire pour apporter de l'évolution. Juste trouver de nouveaux objets ou juste apprendre sur le tas de nouveaux sorts, l'utilisation de nouvelles tactiques ou de trucs comme ça, c'est parfois suffisant. Bah juste le lore sur l'univers, tu regardes aussi pareil. Dark Souls, pour le coup, tu vas pas beaucoup augmenter, quoi. Tu augmentes tes potions, mais tu vas surtout apprendre à mieux connaître l'univers, les patterns, c'est une récompense en soi, que certains n'aiment pas, mais c'est une forme de récompense comme expérience. Puis après, bon, moi je pense que ma méthode préférée de leveling, c'est la méthode très simple en fait, où c'est le groupe arrive à se sortir d'une telle situation, donc c'est à des moments précis de l'intrigue.
gain de niveau parce que voilà, mais en somme, même le gain de niveau est pas hyper important parce qu'il pourrait faire toute la campagne avec 10 points de vie, 10 points de magie et ça veut juste dire que ce sera toujours pareil en fonction de comment les ennemis taperont après ou de comment ça se passera, qu'ils aient évolué ou pas. Si tu veux leur gicler l'intégralité de leur barre de vie, tu peux le faire quand ils sont niveau 1 comme quand ils sont niveau 10. C'est vrai ça. Mais c'est vrai qu'en termes de technique pour le leveling, t'en as plusieurs qui peuvent être valables, mais c'est vrai que faire le leveling par situation, c'est un truc qui marche très bien et c'est pas mal parce que du coup c'est un peu, c'est quand tu vas au sport ou ce genre de choses, tu vas traumatiser ton corps, tu reviens et ton corps il est plus fort qu'avant pour mieux supporter les prochains efforts. C'est dans ce principe-là, c'est une belle évolution. Après, t'as le classico, vous finissez une mission et vous montez. Ça marche très bien aussi, hein, mais après, ça dépend si le joueur kiffe, il kiffe pas. Peut-être qu'il veut un truc un peu plus, on va dire, réaliste, plus ancré dans la partie. Et t'en as qui aiment pas ça. Et je pense qu'il faut juste discuter un petit peu. Après, il faut juste faire attention que ce soit cohérent et que ça tient sur la route, quoi. C'est juste ça le vrai problème. Je t'ai tellement imaginé en commentateur sportif. Ah, on a le classico, on a l'elfe soigneur, on a le nain de défense et on a le guerrier qui va bourriner. On est le classique ce soir. Zourdan fait un lancer de nem par-dessus les 50 il mètres. Il a fait les 12 mètres, il a touché le poteau, ça arrive. Le nem n'est pas rentré dans la cage, mais il n'aura pas les 3 points. C'est beaucoup. Merci, je ferai un one-shot avec cette voix-là. 4 heures de scénario avec cette voix. Oh, l'enfer. Mais c'est un match, c'est un sport. Ah, c'est le trollball. Mais c'est ça, exactement. Question. Vrai, Pardon, t'avais pas répondu, Julien, du coup, à la question? Non, juste pour le leveling, ouais, il y a plein de systèmes gratuits, universels, que ça s'appelle, hein, donc le slurp, le rêve, etc., qui existent, pour pas t'embêter, hein, qui vraiment prévoit pas mal de mécaniques là-dessus. Après, voilà, est-ce que l'expérience, la progression, du coup, pour des compétences est quelque chose que t'as envie de claquer? Techniquement, il y en a qui s'amusent, par exemple, sur de la magie, pour le dire juste très vite fait, mais il y a les systèmes d'évolution de niveau en magie. Il y en a, c'est comme Donjons et Dragons, t'arrives niveau 2, t'as chopé un nouveau sort, félicitations. Ou d'autres, la magie existe, elle a sa propre grammaire, sa propre logique. Si tu veux lancer des sorts, faut la comprendre. Tu te débrouilles. Si tu comprends le système de magie, tu pourras lancer à peu près n'importe quel sort, grosso modo. Donc c'est tant que c'est pas trop coûteux pour toi. Mais genre les niveaux, les sorts, c'est ce que tu arrives à comprendre, ce que tu arrives à traduire, à créer. Ça peut arriver. Vraiment, ça dépend aussi de la vibe que tu as envie de donner à ton jeu de rôle et aussi de tes joueurs. S'ils n'ont pas envie de se faire chier à traduire des codex complexes, des énigmes, machin, pour lancer leur sort, et qu'ils veulent juste niveau 5 jeu boule de feu, eh ben niveau 5 boule de feu, ok. Ça dépend de la complexité qu'attendent tes joueurs de ton univers. Et ça, faut en discuter avec eux. En parlant du coup de complexité attendue dans un univers peut-être créé, une question du héros fou. J'ai créé mon propre jeu, j'ai beaucoup masterisé dessus. Depuis presque 2 ans, je découvre les jeux et joue sur sur d'autres univers. Mais du coup, j'ose plus jouer à mon jeu. Un conseil? J'ai pas un conseil, pourquoi t'oses plus, c'est ça que je veux comprendre. Est-ce qu'on y revient plus tard à cette question du coup? Ouais. Le héros fou, n'hésite pas à donner un peu plus de... Le temps qu'il réponde, on peut traiter la question d'après. Ouais. Qu'est-ce que vous me conseillerez pour raccourcir mon temps de préparation de partie? Parce que j'ai l'impression que j'y passe beaucoup de temps et c'est lourd à force. Alors, je sais pas comment ça se passe pour toi, Julien, de tes temps de préparation. Nous, on sait que les nôtres sont très élevés. En tout cas, pour les parties qu'on fait sur Internet. Alors, elles durent combien de temps tes parties? Sur Internet, nous on fait 4 heures et Finout, du coup, on attend la réponse, on attend de savoir aussi combien de temps durent ces parties par rapport à sa préparation. Parce que oui, oui, qu'est-ce qui se passe? Une seconde. Pas de problème. Continue, j'arrive. Le chat, quand il revient... non, on va pas lui faire ça. Le premier invité de notre carrière, on va pas lui faire une dinguerie. Mais j'ai pas d'idée. Voilà, il a pas eu le temps. on a commencé à vouloir te faire une blague, mais on n'avait pas beaucoup d'idées. D'accord. Donc... je t'avais prévenu pendant la technique. Les sales gosses. Non, j'aime bien, ça va. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc vous en étiez où, dis-moi? Du coup... le temps de préparation. J'allais dire que sur le temps de préparation, je sais plus où j'ai entendu ça et je me demande si c'est pas... très rare pour Finout. Si c'était pas... 4 heures de session et j'ai en général autant de temps de préparation.
Alors bon, la préparation, plus t'avances, plus t'en fais, plus ça va vite. Ça va avec ce que tu disais tout à l'heure, Julien, c'est-à-dire plus tu pratiques, plus à défaut de t'améliorer, au moins le plus tu connais, le plus t'es habitué, donc le plus tu vas vite. Après, ça dépend aussi ce que tu prépares. Si genre sur une session, tu vois, tu vas créer 3 quêtes secondaires, dont la quête à 3 branches, tu vois, donc ça laisse beaucoup de choix à tes joueurs, oui. Mais après, si tu veux réduire ton temps de préparation, c'est un peu malheureux. Mais si tu as envie que ça te bouffe un peu moins de temps, ça fait partie des alternatives qui existent, c'est diminuer un peu les choix que tu prépares, si toutefois ce que tu prépares, c'est quelque chose de très cadré. Parce que si tu as un terreau plus propice à l'improvisation, tu peux te permettre une préparation moins rigoureuse, moins dense. moins dense et moins que les par exemple ceux dont on parlait au début du live, ceux qui veulent à tout prix coller au livre ou au détail qu'il y a à l'intérieur, par peur de faire quelque chose qui ait l'air non maîtrisé, par exemple.